qui nous ont rejoints, en les remerciant de nouveau, vous remercions tous d'être avec nous, particulièrement donc en ce samedi radieux. J'ai l'honneur d'introduire cet après-midi et de vous présenter, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Nicole Chevalier. Nicole Chevalier qui est une ancienne du département des Antiquités orientales, mais pas seulement, également des Archives nationales. Ça a tout son sens, vous allez le voir. Et je ferai le lien avec ce qui s'est dit ce matin, puisqu'on a abordé très rapidement, certes, que certaines méthodes se sont développées plus particulièrement par des femmes dans des contextes qui le favorisaient, parfois plutôt contraignants, ces contextes. L'ethnoarchéologie, je m'en référais à Zara, la documentation, prospection, carte archéologique, mais aussi un domaine qui est devenu maintenant tout à fait central, qui est celui de l'histoire des collections, de l'histoire aussi de l'archéologie, cette science. Et Nicole, pour l'archéologie orientale, on a été une pionnière avec un travail de fond, thèse et vie de recherche qui nous nourrit encore aujourd'hui sur les liens. Donc cette histoire de l'archéologie, ces liens avec la diplomatie, avec les réglementations qui s'en sont suivies, etc. Et je glisse qu'on lui a souvent dit par le passé que du coup, c'était pas de l'archéologie ce qu'elle faisait. Alors que c'est aujourd'hui un trésor pour nous qu'elle ait avancé à ce point sur ces domaines capitaux, on le sait désormais. Et puis aujourd'hui, elle va nous parler d'Agnès Piquette. Agnès Piquette qui nous a quittés il y a malheureusement un peu plus de 2 ans maintenant, qui a été une autre grande figure du département sur laquelle elle va vous parler. Donc je ne dirai bien sûr rien d'autre que on regrette encore qu'elle ne soit pas avec nous, toute vivante, mais aussi on salue la très grande amitié qui a relié Nicole et Agnès, qui est d'autant mieux placée pour vous parler d'elle. Merci Ariane. Alors je voudrais d'abord commencer cette présentation en vous disant qu'il n'est pas anodin pour moi d'évoquer l'activité d'Agnès Piquette, car il ne s'agit pas de retracer la carrière d'un lointain pionnier de l'archéologie orientale, mais d'apporter un témoignage sur le parcours d'une orientaliste que j'ai bien connue et qui fut plus de 30 ans mon amie. Surtout dans le cadre qui est le nôtre, le sujet m'est quelque peu étranger, car si mes recherches ont porté sur l'histoire de l'archéologie au Moyen-Orient, essentiellement pour les périodes antérieures à la Seconde Guerre mondiale, je me suis peu attachée au rôle des femmes, dans la mesure où il fut presque inexistant. Immédiatement, j'entends vos objections et j'ennie la foi. Et je répondrai que les missions en Perse furent accordées à Marcel, son mari, et qu'à ma connaissance, aucune femme n'obtint de mission officielle avant la Première Guerre mondiale. Néanmoins, ce cas met en évidence que des femmes purent prendre part à des travaux scientifiques et jouer un rôle actif. Je pense à Henriette, la sœur et précieuse collaboratrice d'Ernest Renan, qui mourut à Amchit à l'issue de la mission de Phénicie. Il y a également Bélonie Chantre, l'épouse de Lyonnais Ernest Chantre, anthropologue, qui l'accompagna en Arménie et en Cappadoce et qui prit la plume donc à plusieurs reprises dans la revue Le Tour du Monde. Restent enfin celles qui, de manière fugitive, apparaissent au hasard des archives ou des publications, comme Athello, où le consul Ernest de Sarsec, l'inventeur de la civilisation sumérienne, est accompagné de son épouse. De même, en Perse du Nord, où Jacques de Morgan voyage avec sa femme, Noémie de Saint-Martin, qui occasionnellement assume la fonction de photographe. Un timide changement va se produire
pendant la période de l'entre-deux-guerres, à un moment où l'activité archéologique de la France se déploie largement, d'une part en Syrie-Liban, en vertu du mandat, en Iran, où la direction des antiquités est assumée par un Français, enfin en Afghanistan, en vertu du monopole archéologique de la France. Toutefois, si on peut citer aux côtés d'Eustache de Loret les travaux conduits par Denise Le Lasseur, Eustache de Loret était directeur de l'Institut français de Damas. Les travaux de Denise Le Lasseur se concentreront sur les environs de Tyr. Il y a eu également les travaux de Judith Marquet-Cross à Tel Haï en Palestine, mais il faut bien le souligner, non pas financés par la France, mais par le baron de Rothschild. Une fois cela dit, c'est à peu près tout. Restent les femmes qui collaborèrent en tant qu'épouses et dont le rôle fut non négligeable. Il y en a une qui a sauté, voilà. Et qui fut non négligeable, telle Yeda Godard, l'épouse d'André Godard, qu'elle assista en Afghanistan, en Iran, où il assumait la direction du service des antiquités, après l'abrogation du monopole archéologique de la France. On peut ajouter également l'épouse de Roman Girschman, le fouilleur de Suse, Tania, qui, à ses côtés, tant en Iran qu'en Afghanistan, fut sa collaboratrice et qui devint, comme elle l'écrit plus tard, archéologue, malgré elle ou malgré moi. Il y eut également Marie Aquin, qui, avec Joseph Aquin, conservateur au musée Guimet et directeur de la délégation archéologique française en Irak, se créa un domaine spécifique, l'ethnographie. Toutefois, bien que non négligeable, force est de constater que cette activité archéologique féminine n'a pas encore acquis, en quelque sorte, son autonomie. Ce contexte, il y a eu une inversion. Ce contexte, une fois défini, revenons à Agnès Piquet. Et pour ce faire, je me permettrai quelques souvenirs. C'est en 1986 que je rencontrai Agnès Piquet. J'étais alors chargée d'établir le système descriptif des objets du département en vue de leur informatisation et on m'avait suggéré, afin de choisir les termes appropriés, notamment pour la sculpture et la musique, de l'interroger. Agnès Piquet, en effet, avait récemment publié, à la demande du professeur Bartel Rouda de l'Université de Munich, son maître ouvrage, La statuaire du Proche-Orient ancien, une somme très érudite mais fort austère qui couvrait les collections du musée du Louvre et des différents musées détenteurs de collections orientales. Un ouvrage précieux donc, mais qui était donc particulièrement, je dirais, oui, dense. À la date de notre rencontre, Agnès Piquet était passée à autre chose et consacrait de longues heures dans la glaciale réserve de Delphes où elle étudiait les figurines de Suse, un énorme corpus que lui avait confié alors Pierre Amiet, conservateur en chef du département et qui fut donc sa dernière grande publication. Très dynamique, je me souviens de son pas dans le long couloir de la conservation, alors sise au-dessus de la porte des Arts. Elle m'était apparue, enreliée d'une splendide chevelure blanche, le visage bruni par le soleil d'Irak, où elle avait participé aux fouilles allemandes du prestigieux site d'Issine. Agnès Piquet était l'image de l'assurance. Je dois reconnaître que ce n'était d'ailleurs pas sans appréhension que je lui avais demandé un entretien, car elle était réputée pour avoir un caractère très affirmé. Mais tout se passa bien, et très vite Agnès Piquet devint tout simplement Agnès. Néanmoins, notre différence d'âge, elle avait celui de ma mère, ne favorisait pas les confidences. La pudeur d'un côté et le respect de l'autre firent que même lorsqu'elle se trahissait quelque peu,
je n'osais la pousser plus loin dans ses confidences. Et tout en le devinant, ce n'est que plus tard que je compris vraiment à quel point sa carrière n'avait pas été un long fleuve tranquille, mais une suite d'obstacles qu'elle avait franchis, voire qu'elle avait renversés vaillamment. Agnès Spiquet, chargée de recherche au CNRS et chargée de mission au département des Antiquités orientales au musée du Louvre, appartenait avec Pierre Amiet, son cadet de quelques mois, à la génération des orientalistes français de l'immédiate après-guerre. Ainsi, à leur début, ils avaient pu connaître les protagonismes de la grande période de l'archéologie française de l'entre-deux-guerres, notamment René Dussault, ancien conservateur en chef du département des Antiquités orientales au Louvre, devenu secrétaire perpétuel à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, auquel avait succédé à la tête du département l'épigraphiste Georges Contenot. Mais pourquoi avait-elle choisi les Antiquités orientales, notamment la Mésopotamie, qui fut son domaine de prédilection? Selon elle, l'élément déclencheur remontait à sa jeunesse, avec la découverte faite avec son père des grands taureaux de Khorsabad, non pas bien sûr les taureaux tels qu'on peut désormais les voir, éclairés par la grande verrière de la cour où ils sont exposés, mais tels qu'ils étaient installés depuis le milieu du XIXe siècle à l'est de la cour carrée et dont la pénombre d'une fin de journée d'hiver ajoutait au mystère. Selon ses propres termes, elle avait été subjuguée. C'est ce premier contact avec l'Orient qui aurait été le déclencheur de sa carrière d'orientaliste, avec notamment pour but d'intégrer le département des Antiquités orientales au musée du Louvre et surtout de participer à des recherches sur le terrain, notamment en Mésopotamie. Deux objectifs alors difficiles à atteindre, dans la mesure où les départements du Louvre fonctionnaient avec des effectifs très restreints, où les fonctions de décision et rémunérées étaient assumées par un personnel masculin. Quant aux recherches sur le terrain, comme elle l'écrira elle-même, alors que les missions des autres nations étaient mixtes, je cite, « Après la Seconde Guerre mondiale, les missions archéologiques françaises ne voulaient pas s'encombrer de femmes. » Restait pour elle de se doter d'une formation très complète d'orientaliste où l'étude des langues anciennes, comme c'était souvent le cas à cette époque, devait tenir une place très importante. Il faut noter que la situation politique de l'époque ne lui facilita pas les choses. En effet, 2 jours seulement après son 18e anniversaire, la guerre était déclarée. Aussi, c'est dans ce contexte troublé qu'à l'automne 1940, elle s'inscrivait d'abord à l'Institut catholique pour s'initier à l'hébreu et l'arabe, qu'elle complétait l'année suivante à l'école pratique des hautes études pour l'hébreu avec le père Dorme, ancien père dominicain de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. L'acadien également était à son programme, le sumérien et même le copte. Néanmoins, les cours d'archéologie orientale suivis à l'école du Louvre, qu'elle a intégrés sur les conseils de sa sœur Sylvie, elle-même inscrite en archéologie égyptienne, allaient la détourner quelque peu de la philologie. En effet, à cette date, Georges Contenot, que vous voyez ici, épigraphiste de renom, consacrait ses derniers cours aux célèbres tombes royales d'Our. Un enseignement qui était complété par celui d'André Parrot, fouilleur historique du site de Marie sur l'Euphrate, qui devait lui succéder. À ce titre, il lui incomba la lourde charge de procéder à la réorganisation du département, pratiquement vidé, à l'exception bien sûr des reliefs assyriens, afin de mettre les œuvres à l'abri de la guerre, et dont les collections s'étaient accrues considérablement pendant la période de l'entre-deux-guerres. Dans ce contexte, toute aide était bienvenue. C'est ainsi qu'en janvier 1945, Georges Contenot demandait à Agnès Spiquet, alors au terme de son cursus à l'école du Louvre, de rejoindre le département comme chargée de mission.
une proposition qu'elle accepta bien sûr avec joie. Or, quelques mois plus tard, c'était une intégration au CNRS qui lui était proposée au titre de collaboratrice technique de son ancien maître, Édouard Dorme. Édouard Dorme, en effet, avait été récemment nommé à la chaire d'assyriologie du Collège de France, un poste qui impliquait pour elle d'assumer également les fonctions de bibliothécaire du cabinet d'assyriologie. La proposition était difficile à refuser car c'était une fonction rémunérée. Même si elle s'efforça de cumuler ses fonctions au Louvre et au Collège de France, très vite elle comprit qu'elle avait présumé de ses forces et dû faire un choix. Avec regret, elle opta pour le cabinet d'assyriologie pour des raisons financières évidentes. On peut également préciser que ce n'est pas sans regret qu'elle assista en 1947 à l'inauguration des nouvelles salles du département, mais hélas, en invité. Au sujet du bénévolat qui a longtemps prévalu au musée du Louvre, je rappelle que cette pratique remontait au XIXe siècle, lorsque le personnel scientifique, souvent issu de la classe aisée, n'avait pas besoin d'être rémunéré et acceptait de travailler bénévolement. Dans le cas du département des Antiquités orientales, créé en 1881, si Léon Heuzet reçut un traitement de 4 500 francs en tant que responsable du nouveau département, en revanche, dans le journal officiel, il est du 25 août 1881, je peux préciser, il est stipulé qu'Eugène Ledrin, ancien élève de l'école pratique des hautes études, alors attaché au département des imprimés à la Bibliothèque nationale, serait, je cite, provisoirement attaché sans traitement à la conservation du département des Antiquités orientales jusqu'au jour où il serait possible de régulariser la situation. Cette pratique, au fil des ans, perdura. Toutefois, il convient de noter qu'à la date où Agnès Piquet commence sa carrière d'orientaliste, cette pratique du bénévolat scientifique touche plus largement le personnel féminin. Même si c'est par ses recherches personnelles, Agnès Piquet s'est éloignée du domaine de l'épigraphie, par ses fonctions au cabinet d'assyriologie, elle fut en contact régulier avec le milieu des orientalistes, les épigraphistes en particulier, à une époque cruciale, celle de l'immédiate après-guerre. Une époque où les orientalistes ont besoin de se retrouver et d'échanger. Ainsi, durant l'été 1948, elle assistait au 21e congrès international des orientalistes, en marge duquel fut prise la décision de créer un groupement spécifique qui rassemblerait les assyriologues et les archéologues qui travaillaient sur les civilisations proche-orientales. Ainsi naquit le groupe François Thureau d'Angin, du nom du grand orientaliste français, auteur du livre fondateur des inscriptions de Sumer et d'Akkad, ancien conservateur du département des Antiquités orientales et récemment disparu en 1944. Les rencontres assyriologiques internationales étaient nées et inaugurées à Paris en janvier 1950. À ces occasions, Agnès Piquet fit office, selon ses propres termes, de scribouillard de service en rendant compte de ses journées dans la revue assyriologique. Pendant la longue période durant laquelle Agnès Piquet assuma ses fonctions au Collège de France, elle continua, non sans difficulté, à poursuivre ses travaux. Néanmoins, après la soutenance de sa thèse à l'École du Louvre sur la coiffure féminine en Mésopotamie, dirigée par André Parot, ce n'est que 20 ans plus tard, après maintes péripéties, qu'elle put présenter dans le cadre de la 5e section de l'École pratique des hautes études son mémoire sur les statuts de culte dans les textes mésopotamiens des origines à la première dynastie de Babylone. Finalement, il lui fallut attendre 1964, à la demande d'André Parot, pour reprendre ses fonctions de chargé de mission au département. Ensuite,
Elle quittait définitivement le collège après le décès de Dorme en 1966 pour rejoindre le musée à temps complet. Cette fois, comme collaboratrice technique de Pierre Amé, qui lui était conservateur adjoint. Finalement, en 1973, à plus de 50 ans, grâce notamment à l'intervention de l'épigraphiste Jean Nouguerol, qui avait été conservateur au département des Antiquités orientales, Agnès Piquet intégrait le corps des chercheurs comme chargée de recherche au CNRS, ce qui lui donnait enfin la liberté de se consacrer pleinement à ses publications et de participer librement à des fouilles. Si parfois Agnès fut, pour des raisons personnelles, critique à l'état de certains membres de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, c'est toutefois grâce au père Roland Deveau qu'elle put faire sa première expérience de terrain. Ainsi, après Jérusalem, avec le père Deveau, qui était directeur de l'école biblique, et conjointement avec Kathleen Kenyon, directrice de la British School, elle put donc travailler à Jérusalem. Puis, ce fut en Iran, avec Roman Girschman, en Israël, de nouveau, à Tel Kessan, avec l'école biblique, en Irak surtout. L'Irak, qu'elle désirait entre toutes destinations, notamment sur le site d'Issin, en Turquie, avec une équipe donc allemande, et à Sirkeli également, toujours avec l'équipe allemande de Bartel Rouda de l'Université de Munich. Enfin, pour terminer, en Syrie, avec la mission française de Terka, qui était dirigée par Olivier et Maria Grazia Rouault. Vous voyez donc ici les différents lieux où Agnès a pu, à partir donc de 1962 jusqu'à 1998, donc vous voyez quand même une carrière archéologique assez longue, je dirais accomplir en quelque sorte son rêve, donc de participer à des fouilles. Pour cela, nous voyons ici Agnès à Tel Kessan avec le père Deveau. Ici, son grand rêve, la fouille donc de Suse, site dominé par le château de la Mission. Et surtout, vous voyez en bas Tania Girschman et Hermann Gasch, l'architecte de la Mission, un grand ami d'Agnès Piquet. Enfin, nous la voyons ici, elle a un peu blanchi. Vous la voyez donc en compagnie à l'extérieur, donc vers à droite pour moi, à gauche pour vous, avec la mission allemande d'Issin, avec au centre le professeur Bartel Rouda. Toutes ces expériences rendirent Agnès Piquet particulièrement apte à l'enseignement, ce qu'elle fit en succédant à Marguerite Rutten dans le cadre de la Fondation Rachel Boyer et en participant à de nombreuses conférences tant en Europe qu'aux États-Unis au cours de sa longue carrière. Elle avait donc pu accomplir, je dirais, ce devoir d'enseignement. Agnès Piquet avait pu donc, tant au Collège de France qu'au Musée du Louvre, nouer des liens d'amitié avec un grand nombre de chercheurs français et étrangers. Cette amitié allait se concrétiser en 1996 par la remise à l'initiative justement de Bartel Rouda et d'Hermann Gasch d'un beau volume d'hommages. Auparavant, elle avait été, je dirais, gratifiée par André Parot de la médaille de chevalier des arts et lettres. En 1986, sa retraite du CNRS et l'arrêt de sa collaboration aux Antiquités orientales
un département qui, à son avis, à son goût, avait pas trop changé. Cette, je dirais, séparation, donc, eh bien, n'allait pas, en quelque sorte, mettre fin à son activité scientifique. Par amitié et par reconnaissance envers Édouard Dorme, son premier maître, elle entreprit de classer ses archives déposées à Paris à la bibliothèque du Sauchoir, dépendant de l'ordre de Saint-Dominique et dont elle fit en 1997 la présentation dans la revue Biblique. Enfin, comme je l'ai dit en début de communication, elle mit un point final à sa carrière d'orientaliste en publiant en 2004 un petit ouvrage qui portait un nom un peu curieux que je n'avais pas compris tout à fait entre-temps, au moment de la sortie, qui s'appelait « À temps et à contre-temps ». Un siècle d'archéologie et de contact dans le domaine du Proche-Orient. Dans cet ouvrage, dans lequel elle dépeignait souvent sans concession le paysage archéologique français de la seconde moitié du XXe siècle, elle peignait, non seulement elle évoquait les grands noms de l'archéologie qu'elle avait pu côtoyer, mais elle faisait ce que n'avait certainement pas osé ou eu loisir de faire ses consoeurs et souvent amis du musée du Louvre. Je pense à Lucienne Laroche, Jeanne-Marie Hénard et Marguerite Rutten, modestes collaboratrices au Louvre et dont les noms étaient presque oubliés et qu'elle associait à son propre parcours, témoignant ainsi pour elle et pour elle-même des difficultés de faire de leur temps une carrière au féminin. Je vous remercie. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai des problèmes de gorge. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un qui a connu Agnès Piquet? J'ai beaucoup pris l'ascenseur avec elle. Comment? Elle a pris l'ascenseur avec elle. Non, moi, c'est un commentaire que j'ai à faire parce que moi, je connais assez bien la vie de Christiane Desroches-Noblecourt. Et finalement, il y a quand même deux institutions qui comptent beaucoup dans la formation de nos prédécesseurs ES. C'est l'école pratique des études et l'école du Louvre. Et en fait, je pense, enfin, à l'époque, pour entrer à l'école du Louvre, il fallait pas avoir son baccalauréat. Il n'y avait pas le concours, il n'y avait pas... L'école du Louvre n'était pas dans le système LMD, etc. Mais c'était une institution où on pouvait justement apprendre beaucoup de choses alors que c'était pas dans une institution académique. Et à l'école pratique des études, c'était pareil. Donc c'est amusant parce qu'elle a fait un mémoire de l'école du Louvre et un mémoire de l'école pratique, mais pas de thèse universitaire. Et Madame Noblecourt, c'est pareil. J'ai pas tout compris. Le fait qu'effectivement, elles ont des là dans les deux écoles qui je pense en effet. Est-ce que j'entends pas toujours? La pauvre. Alors, ce que je voulais quand même préciser, je reviendrai sur cette photo. Nous voyons ici le département des Antiquités orientales au moment du départ à la retraite de Pierre Amiet. Et donc, vous voyez, je dirais, Agnès Piquet, mais surtout ce que je voulais vous montrer, c'est la féminisation du département. Donc là, on est en 1986. Hein. Donc vous voyez, je dirais, le personnel, il y a encore Marc Bernus-Taylor de la section islamique à cette époque, et vous pouvez remarquer qu'il n'y a que 2 hommes. Hein. Donc vous voyez, donc Pierre Amiet au centre et à l'arrière, donc Dominique Beyer. Dominique Beyer va partir à la retraite, pas à la retraite, il va partir comme professeur donc à Strasbourg et Pierre Amiet, va partir à la retraite. Donc ce qui veut dire qu'en 87, eh bien, le département était entièrement féminin. Et peut-être en ajoutant que pour le coup, c'était
Parce que je crois que Nicole l'a bien montré, elle a fait sa carrière à la dure et volontairement, avec aussi des amis, IE et I. Mais on peut le dire, et elle le reconnaît elle-même, d'ailleurs ça donne effectivement le titre, à temps et contre-temps, quand elle a finalement vu le monde qui changeait et des femmes qui sont arrivées selon elle presque trop facilement justement par les concours. C'était quelque chose qui l'avait beaucoup, on va dire, déstabilisé en tout cas. Disons qu'elle a effectivement elle a mal ressenti, je dirais, le fait qu'avec le concours, le personnel donc scientifique s'est accru, et surtout c'est que je dirais pour elle, elle avait l'impression que très facilement, les nouveaux arrivés obtenaient ce qu'elle avait dû attendre pendant 20 ans, 30 ans en quelque sorte. C'était le grand problème. Voilà, pour rappeler, hein, il n'était pas évident d'être payée, il n'était encore un peu moins évident de fouiller. Je vais me permettre de rajouter des propos qu'elle disait souvent, où quand elle avait les premières fois, semble-t-il, demandé à fouiller, on lui avait répondu « mais pourquoi faire ? Pourquoi voulez-vous y aller ?» En quelque sorte, est-ce que c'est parce que vous voulez nous aider logistiquement voilà. Mais c'était pas évident. La vie personnelle était encore un peu moins évidente pour saluer ce que Guillemette André-Lanoé avait salué. Bon, c'était effectivement une autre époque, et peut-être parce que je rebondis sur ce que Zahra Hachemi et Jessica Giron ont souhaité pour conclure la matinée, qui est cette idée de responsabilité commune qui fait aussi qu'on fonctionne sans être totalement idéaliste mieux, et qu'on crée moins d'aigreurs, qu'on laisse plutôt les uns et les autres avancer. Pour avoir connu avec Nicole et Agnès Piquet et Pierre Amiat, qui, vous l'avez compris, avaient le même âge et n'ont évidemment pas eu la même carrière, en grande partie pour le coup du fait du genre, c'est vrai. Ceci dit, je vais me permettre de glisser un caillou qui a peut-être rien à voir, mais quand même, c'est bien sûr qu'Agnès Piquet, sans jalousie, disait quelle chance il avait, lui, d'être un homme, parce que voilà, il a pu devenir conservateur, etc. Mais à l'inverse, tout en reconnaissant les difficultés d'Agnès Piquet, parce qu'ils étaient amis et qu'il l'avait plutôt soutenue tout au long de sa vie, je me souviens de Pierre Amiat qui disait aussi, donc toujours même âgé à l'époque, mais quelle chance elle avait, elle, en revanche, parce que quand la guerre a éclaté, elle pouvait continuer ses études. Donc, c'est là où, voilà, ça a tout et rien à voir, mais c'est vrai qu'eux deux, c'était un peu enviés pour des choses très différentes, et en s'étant soutenus, ce qui était loin d'être le cas, évidemment, pour tout le monde. Alors, ceci dit, s'il n'y a pas d'autres questions, Nicole a dressé un pont pour ma transition, puisqu'elle a bien sûr déjà largement cité Marguerite Rutten, qui est finalement la génération d'avant, grosse génération, 20 ans avant. Je rappelle, Agnès Piquet née en 1921, Marguerite Rutten née en 1898, et qui, elle, a été donc, avant la guerre, une grande figure du département oriental et de l'archéologie orientale. Mais je trouve que le titre est vraiment, je remercie et Nicole Chevalier et Raphaël Ramy qui va nous rejoindre. Être orientaliste et archéologue dans la seconde moitié du XXe siècle, en étant né en 1921, c'était peut-être pas évident pour Agnès Piquet, et on la salue avec beaucoup d'amitié. Mais l'être la génération d'avant, c'était effectivement une longue et discrète carrière à ce moment-là d'assyriologue et épigraphiste. Donc, en remerciant encore Nicole. Je voudrais quand même préciser une chose. Les carrières pour les hommes n'étaient pas faciles non plus. Par exemple, je pense à quelqu'un comme Pézard qui avait participé. Je crois qu'on met son. C'est moi qui l'ai fait. Qui avait participé, aux missions de la délégation scientifique française en Perse. Et donc, à la veille de la guerre de 14. Eh bien, Edmond Potier ne parvenait pas à lui, trouver un poste. Et le poste qu'il va lui donner, eh bien, n'est pas rémunéré.
C'est ça aussi, c'est qu'il y a aussi cette tradition, en quelque sorte, d'avoir du personnel, qu'il soit masculin ou féminin, mais qui n'est pas toujours rémunéré. Et, vous avez le prestige de travailler au musée du Louvre. Voilà.